Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Face Cachée et aujourd'hui c'est un grand jour Pierre puisque tu es enfin de retour. Ouais. Il faut que tu saches que j'ai reçu des centaines et des milliers de messages et puis après j'ai des gens qui sont même venus toquer chez moi pour savoir où tu étais, alors explique-nous tout. Déjà t'es un beau menteur hein, mais parce que je suis sûr que je sais même que t'as fait ça très très bien. T'avais pas besoin de moi. Mais non, j'étais occupé, j'ai mis une autre de mes casquettes qui est celle d'étudiant stagiaire. Et du coup, j'étais sur un festival. Du coup, j'ai dû bosser les week-ends, ce qui me laissait pas de disponibilité pour venir au podcast. Et vu que Lucas aime vous donner cette quantité, votre dose en temps voulu, il s'est occupé de tout seul comme un chef. Et là, t'es de retour maintenant. Là, je suis de retour. Et tout va bien. Tout va bien évidemment, oui. Tout a toujours bien été. Mais du coup, là, de retour. Et voilà, hein. Mais écoute, on va faire les choses bien. Pour te faire plaisir et pour ton retour, on va parler d'un sujet que toi, tu avais envie d'aborder. C'est l'impact du rap underground dans le rap mainstream. Commençons de façon simple. Comment est-ce que tu distinguerais le rap underground du rap mainstream ? C'est quoi les deux définitions que tu donnes ? En fait, underground, ça va être comme New Gen, ce genre de facilitateur à la con. Voilà, le genre de terme un peu qui peut faire grincer des dents, mais qui est un bon facilitateur pour regrouper plein de choses. Donc pour moi, en fait, rap underground, ça va être en fait le rap qui n'est pas encore sur les radars, qui n'est pas encore accessible au grand public spécialement, qui va parler à une niche, souvent d'initiés. Et c'est les artistes que tu parles ou le style musical directement ? Alors il y a les deux, parce que tu peux faire de la trap en étant underground et en étant un rappeur underground. Je pense à Lamano par exemple, ou à un mec qui s'appelle Skimia ou genre de truc. C'est des gars qui vont faire de la trap, de la drill, de la jersey, donc des styles établis, mais qui sont pas encore, qui sont dans une phase d'underground. Donc ça veut dire que les gens de l'industrie, les gens qui connaissent ce style de musique là ou qui diguent un peu, les connaissent et disent eux ça va être le futur et il y a de l'intérêt autour d'eux, mais ils ont pas encore passé le cap que vas-y on est mainstream, on est connu de tous les auditeurs de rap, notre nom il est un peu partout et voilà. Et il y a aussi ce côté dans l'underground, du coup, vu que c'est à une échelle plus basse, c'est pour moi un réel vivier d'expérimentation. Donc oui, il y a plein de choses alternatives, il y a plein de beatmakers trop forts qui tentent des choses et des artistes qui sont beaucoup plus ouverts à ce truc de on n'a rien à perdre, on n'a pas tant d'auditeurs que ça, on va tester des choses. Moi, c'est ça aussi qui m'excite un peu dans ce côté underground. Après, du coup, l'underground, c'est très très vaste. Ça peut aller du mec hyper alternatif à, comme j'ai dit, des styles déjà établis que sont le boom bap et la trap, mais qu'on va réactualiser et des artistes qui sont pas encore sur les radars, quoi. Et je crois que tu viens d'à peu près tout dire parce que généralement on arrête le podcast alors. Non mais je veux dire ces artistes-là ils expérimentent parce que voilà, comme tu l'as dit, ils ont peut-être pas beaucoup d'auditeurs donc ils ont pas grand-chose à perdre. Et moi ce que à la limite ils se cherchent aussi souvent quand t'es underground, t'as des mecs qui vont rester underground toute leur vie surtout même au niveau des States et des gars qui se proclament même qui vont influencer toute leur vie des artistes mais sans jamais avoir de succès. Et par volonté tu penses ou c'est pas une volonté de base ? Ouais, je pense qu'aucun artiste n'a de base l'envie de ne pas vivre de sa musique. Après tu peux être tu peux être une tête de l'underground, vivre de ta musique sans forcément être mainstream. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de la célébrité. C'est un autre débat ça aussi, mais c'est que des fois on se rend pas compte que le poids que c'est d'être célèbre, d'être arrêté dans la rue, etc. L'underground. Toi tu sais ce que c'est quand même, toi ça. C'est ton quotidien à peu près. Mais arrête. Non, pas du tout. Moi je peux faire mes courses tranquilles. Dieu merci. Non, mais en vrai de vrai. La célébrité, je pense que tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y en a qui cherchent ça et qui sont faits pour ça, quand il y en a d'autres qui sont terrorisés, qui le vivent très mal. Enfin, le nombre d'artistes qui sont suicidés, overdose, médicaments, tout ça, parce qu'ils supportent pas le changement de vie que c'est la célébrité. Voilà, mais hop, on diverge déjà. Du coup, non, je pense que tu peux être une tête de l'underground et vivre de ta musique. Je pense que maintenant, il y a beaucoup aussi d'artistes. Enfin, tu vois, on parle souvent de Freeze Corleone, de Laylo, c'est des gars qui de base viennent d'un underground français qui ont réussi à s'établir et à devenir des têtes d'affiche sans forcément, je veux dire, ils sont pas mainstream au point d'un Nekfeu non plus, tu vois. Ça reste très très big, on parle de mecs qui remplissent des Bercy, etc. Mais ils font toujours une sorte de musique qui peut être catégorisée d'alternative. Encore une fois, alternative, c'est un mot fourre-tout qui veut tout et rien dire, hein. Je préfère le préciser.
Mais ouais, pour moi, du coup, c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais. C'est en partant de ce genre de profil que je voulais parler un peu de comment l'underground influence le rap. Et je sais pas si toi, quand je te parle de ça, tu vois ce que je veux dire. Quand je te parle de Freeze, Laylo, si tu vois ce que je veux dire de comment cet underground a su faire sa place dans le mainstream. Moi, j'ai l'impression que ça impacte sur deux choses. Déjà, au niveau de la musicalité, ça impacte un peu, mais que j'ai l'impression quand c'est en featuring. Parce que je pense que le premier problème du rap mainstream, c'est que ça se renouvelle pas assez. Et c'est pour ça, justement, que le rap underground, il prend de plus en plus de place. Parce que les diggers, ou en tout cas les gens qui sont un minimum passionnés, ils vont creuser un petit peu pour justement découvrir de nouvelles musicalités et tout. Et il y a aussi au niveau marketing que j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de place. J'ai l'impression que des artistes comme justement Laylo, Freeze Corleone et tout, qui sont eux des big têtes du rap underground et qui limite maintenant sont peut-être plus des rappeurs underground. Ouais, non, totalement. En tout cas, ils ont vraiment impacté au niveau marketing, au niveau des stratégies qu'ils font pour sortir un projet et tout. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup du coup de rappeurs mainstream qui parfois s'inspirent de ça. Mais au niveau musical, j'ai l'impression que, comme tu as un petit peu dit, ils ont trop à perdre en fait, ces gens-là. Ils ont un public beaucoup trop gros. Donc changer leur musicalité, expérimenter des choses, c'est peut-être parfois beaucoup plus risqué que quand tu as 50 personnes qui t'écoutent, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté fougue. On n'a rien à perdre et on se cherche encore de l'underground. Donc, ce qui fait qu'on tente des choses continuellement, on va chercher de nouvelles inspirations, on essaye d'étoffer un peu son public, du coup, on teste de nouvelles stratégies marketing. Voilà, il y a ce côté laboratoire d'expérimentation qui est assez excitant. Mais qui du coup a plein de défauts aussi. Ça veut dire qu'on a des projets qui sortent qui sont pas aboutis, qui des fois se cherchent beaucoup trop, qui sont pas homogènes. Donc voilà, je dis pas l'underground c'est mieux que le mainstream, c'est pas du tout le but du propos ici, c'est d'essayer de comprendre en fait quel rôle occupe le rap underground à l'échelle de l'énorme écosystème qui est devenu le rap francophone. Et justement, toi, comment tu répondras à cette question que tu poses toi-même du coup? Comment j'y répondrais? Moi, je pense que tout artiste, ou en tout cas tout DA, toute personne qui a envie de faire avancer les choses, devrait jeter une oreille, et je pense que beaucoup le font, devrait jeter une oreille sur cette partie plus immergée de l'iceberg, pour comme tu dis, des fois arriver avec des nouveautés, des nouvelles trucs et des nouvelles choses, et puis même continuer aussi, tu vois, comme on le disait, Laylo, Freeze, c'est des artistes underground qui ont eu un schéma de on est underground, on est des têtes de l'underground, il se passe quelque chose autour de nous et hop, on brise le plafond de verre et on passe en mainstream. Donc ça veut dire qu'aussi tu as des profils super excitants à aller signer ou à développer. C'est des gens qui ont des visions souvent aussi, qui le prouvent au terme de la carrière. Là où, à l'inverse, il y a peut-être 150 gars qui vont jamais passer ce plafond de verre, ni même devenir des têtes de l'underground. Ils vont rester toute leur vie à graviter autour d'un écosystème, à chercher, etc. C'est ça qui est très compliqué, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de recettes, et que c'est dur de faire sa place, même dans le milieu underground. Après, pour répondre à ma question, c'est du coup, en fait, je pense que c'est un cycle, un éternel recommencement. Ça veut dire qu'en fait, les artistes underground d'aujourd'hui sont les têtes d'affiche de demain. Ouais, c'est ça. Et le cercle se reproduit, et du coup il y a du bon à tirer dans les deux. Les artistes underground vont piocher dans le mainstream aussi pour rendre peut-être leurs recettes plus accessibles et donc faire un mélange entre les deux. Et les artistes mainstream, s'ils ont envie un peu de modifier de leur musique ou d'être plus à jour dans certaines tendances ou d'apporter quelque chose, mélangent des trucs très accessibles avec des sonorités un peu plus spé. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment tu dis ok, ça c'est du rap underground? Parce que si tu prends l'exemple de Laylo, de Freeze Corleone, toi t'as dit que c'était à peu près du rap underground. À l'heure actuelle, ça l'est plus. Ils ont fait exploser leur niche pour faire en sorte que leur proposition colle au rythme, colle au standard mainstream, tout en gardant en fait ce qui a fait leur essence. Mais quand tu écoutes les premiers projets de Freeze Corleone, on est sur quand même quelque chose d'assez spécifique. En quoi est-ce qu'il a entre guillemets ouvert un peu sa palette musicale? Moi j'ai l'impression que le Freeze Corleone d'il y a 4-5 ans, quand il était entre guillemets underground, et celui de maintenant, il n'y a pas une grande différence, en tout cas au niveau de la musicalité, tu vois. Quand tu écoutes Madara et que tu écoutes par exemple donc Madara qui est sur une de ses mixtapes sur SoundCloud, celle un peu qui a commencé justement à avoir du bruit autour de lui, ça reste quand même assez différent, même si tu vois le fil conducteur. C'est quand même très différent du rap très brut et très sombre qu'il fait à l'heure actuelle. Alors oui, t'as toujours
des références, des trucs en commun, ce genre de choses, mais dans la manière de produire, dans la manière d'amener les flows, avec quelque chose de beaucoup plus cloud sur Madara par exemple, qu'à l'heure actuelle. Je pense que juste en fait il a réussi à affiner. Aussi, quand tu écoutes Madara, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui se prennent pas le truc, tu peux comprendre qu'il y a un truc un peu spécial, un peu spé, et qui n'a pas trop sa place dans l'écosystème mainstream, qu'il a réussi à gommer petit à petit. Mais imagine que Madara, ça arrive maintenant. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça ait son succès. Il y a la différence que maintenant, les gens écouteront parce que c'est Freeze Corleone et qu'il est installé. Non, mais même si, imaginons, voilà, c'est l'industrie de maintenant, mais sans Freeze Corleone. Et là, Freeze Corleone arrive avec Madara. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, justement, ça soit peut-être un peu plus écouté que ça ne l'a été Oui, parce que du coup, l'oreille des gens est plus éduquée. Tu me parles d'un morceau qui a 5 ans. Tu vois, limite, il était en avance à ce moment-là, quand il nous sort. Tu vois, c'est ce qui fait que le morceau... tu sais, moi, au début, quand je fais écouter Colaf, donc de La Fève et Cosey, à des potes à moi, il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui se disent « Tiens, c'est bizarre ce truc-là, j'aime pas. » Quand Mauvais Payeur sort, en fait, il fait la bascule. C'est là qu'il fait la bascule entre ce côté rap de niche, new gen, avec toutes les étiquettes de con qu'on peut lui coller. Il sort Mauvais Payeur, ça devient plus que ça. En fait, c'est ce côté... Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas aussi, mais c'est ce côté où il a réussi à venir à quelque chose de plus accessible, de plus entêtant, montrer une autre palette. Et du coup, les gens se disent « Ah ok, c'est intéressant », ils se penchent sur le truc. Donc ouais, je sais pas, question de timing, de travail, de fond aussi, tu vois, entre Madara et La Menace Fantôme, il y a eu Projet Bluebeam, il y a eu d'autres choses, il y a eu du travail, il y a eu des connexions, il y a eu un chemin aussi, tu vois. Pareil, quand t'écoutes Laylo sur Raw, ou t'écoutes Laylo sur Trinity, ou même l'étrange histoire de Monsieur Anderson, tu sens qu'il y a encore une fois, il y a un fil conducteur, mais qu'il y a un côté, on va chercher beaucoup plus de mélodies, on désature la production, on va chercher des artistes aussi plus établis, des connexions, on s'affilie à certaines choses. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs. En fait, c'est une question ultra large et encore une fois, comme je dis, l'underground est tellement vaste que chaque sous-genre, chaque truc a ses spécificités, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ces 3-4 dernières années, on a vu que le rap underground, ça pouvait limite, je vais pas dire devenir le rap mainstream, mais en tout cas, ça pouvait, ça pouvait clairement rivaliser avec, sans pour autant se travestir, tu vois. Et parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, on a cru que, ok, si on fait du rap underground, jamais ça va prendre des chiffres de fou. Et en fait, au final, on voit que si, quoi. Ouais, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, je pense que le streaming facilite beaucoup ça aussi. C'est ce truc de... la musique a jamais été aussi accessible, donc en fait, l'underground, si tu arrives à le donner au public, etc., aux bonnes personnes, en fait, ça peut vite devenir un microcosme, et puis hop, tes chiffres vont monter. Et puis un truc que j'aime beaucoup aussi dans l'underground, c'est que souvent le public est très très investi. Il y a une volonté de porter son artiste. Donc t'en parles partout sur les réseaux, Instagram, Twitter surtout. Twitter, tu partages, t'as un esprit très communautaire, les fans se regroupent entre eux, ils ont des discords, des trucs, des chats, et du coup t'as vite l'impression, si t'es un peu dans la bulle aussi, que ton artiste c'est déjà une star, alors qu'en fait pas spécialement, pas auprès du grand public. Et ce qui fait aussi que les artistes permettent de toucher un nouveau public, et aussi d'avoir des moyens financiers via de la vente de CD, des trucs, etc. Parce que le public est engagé. Moi, c'est ça qui me fascine aussi dans l'underground. C'est le côté, le public est très engagé, parce qu'il y a cet attachement, cette proximité avec l'artiste, et ce côté, tu sais, on le suit depuis le début de sa carrière, donc on a envie de le suivre tout le temps, tu vois. C'est pour ça aussi que moi, par exemple, je suis hyper attaché à la musique d'Hamza. Et que Hamza, je le découvre sur le premier projet. Ouais, quand il n'y avait pas tout le monde qu'il y a maintenant, quoi. Voilà, et du coup, je l'ai vu suivre, et en fait, il a réussi sur chaque étape de sa carrière à me choquer, à me garder. Et du coup, j'ai une attache, parce qu'en fait, depuis 2015, il est dans mon quotidien, quoi. Ok, et tu vois, moi j'ai regardé la définition presque limite de la musique underground, et en fait, ça axait beaucoup sur le fait de sortir de tout ce qui est entre guillemets commercial, mais le fait de même parfois aller sur SoundCloud, c'était beaucoup ça, un peu la musique underground. C'est vrai que ça, pas être dans le système commercial. Voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que même c'est le mot underground aussi, c'est quand je dis en dehors des radars aussi, des fois c'est contre-courant, quoi. Ouais, des fois c'est même en dehors de l'industrie. Ça veut dire que même si tu as une certaine notoriété, si tu décides je sais pas, d'avoir un autre mode de pensée que celui majoritaire, tu peux être considéré comme un artiste underground. Du coup, tu penses quoi de SoundCloud, par exemple, en 2024 ? Parce qu'avant, il y avait un moment où ça prenait énormément de place. Ici, peut-être un peu moins, parce que même des artistes qui sont
entre guillemets underground, ils sont quand même sur Spotify. Ouais, tu vois, ils sont quand même ça, en fait, maintenant, c'est devenu avec Distro, etc. C'est devenu assez facile. T'écoutes toujours des gens sur SoundCloud, toi? En fait, j'aime bien parce que du coup, sur SoundCloud, par exemple, tu peux utiliser des samples, sans les clear. T'as un côté très spontané dans la manière de publier ta musique et de pas attendre de retour. Donc oui, il y a toujours des trucs que je kiffe de fou. Enfin, je vais encore en parler ici, mais par exemple, moi, le SoundCloud de Le Double, c'est un truc de pépite de fou où il drop des sons de manière ultra aléatoire. Où tu sens qu'en fait il y a ce truc laboratoire d'expérimentation où en fait il se dit ça vas-y j'ai testé, je kiffe le Dell, mais je pense pas que je vais le garder pour un projet, vas-y je le balance quand même sur SoundCloud, prendre un peu la température. Malo avait fait ça aussi, il y a d'ailleurs un son que je kiffe trop de Malo qui est que sur SoundCloud et du coup ça me... Mais ça pour moi j'aime bien ce côté SoundCloud devient un peu sans le côté péjoratif, pas la poubelle, mais voilà, la poubelle des artistes. Et c'est pour ça que par exemple la Fève, j'aime trop quand il fait les Empty the Bean, où en fait il sort un projet, il te met toutes les chutes de studio, les trucs cool, et dedans t'as des morceaux où tu te dis ça va être là-dedans, ça veut dire le projet ça va être trop bien. Donc j'aime bien ce côté spontané de la plateforme. Après je fais toujours des découvertes aussi, je trouve qu'ils ont un bon algorithme de découverte, donc ça veut dire que tu vas écouter je sais pas, Empty the Bean de la Fève, et après dans la radio il y a des trucs qui vont passer. Et du coup de recommandations. Voilà, recommandations. Je trouve que des fois tu tombes sur des trucs vraiment sympas. Et c'est quoi le dernier truc que tu as découvert sur SoundCloud là, le dernier artiste que... Mais je t'avoue qu'il y a pas, je fais pas de fixette sur un artiste que je découvre sur SoundCloud. Ouais, c'est des morceaux quoi. Ouais, voilà, ça va être des morceaux, et comme je te dis par exemple, j'y vais pour écouter le dernier son de Le Double. Après, il y a 2-3 trucs qui vont passer. Dans les 2-3 trucs qui vont passer, il y en a un que je vais liker sans pour autant me renseigner plus sur l'artiste, faire ce travail-là. Donc je peux pas recommander un gars. Ben voilà, j'ai parlé de Le Double, mais c'est un mec qui sort aussi des trucs sur Spotify. C'est un nom encore un peu confidentiel, mais voilà. Et toi t'es déjà dessus quoi. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, donc c'est 12 pour ça fois que, plus ou moins. Lui laissera, mais Hamza, je pense que. Je pense qu'en chaque épisode, il y a au moins un qui est mentionné. Ouais, c'est ça. Je vous jure, je touche pas d'argent là-dessus. mais non. Mais du coup, je pense que tu peux autant faire de découvertes d'artistes confidentiels sur Spotify maintenant que sur SoundCloud. Je pense que SoundCloud, c'est cool quand les artistes sont pas encore sûrs de leur formule et ont envie de se laisser le temps d'arriver à quelque chose de très abouti. En fait, de voir ça SoundCloud comme vraiment un laboratoire, en fait. De se dire, bon, vas-y, je sais pas, là en ce moment il y a un peu des sonorités reggaeton, j'ai envie de m'y tester, alors que de base je fais du boom bap, je prends vraiment deux trucs opposés pour caricaturer à fond. Ben vas-y, je vais faire un truc un peu boom bap reggaeton. Ben je le mets sur SoundCloud, et si ça prend sur SoundCloud, pourquoi pas l'exploiter un peu plus sur un projet plus définitif, plus abouti. Moi SoundCloud, je vois vraiment ça comme ça. Et après pour tout ce qui est musique électronique, par contre c'est trop cool parce que du coup tu peux mettre des sets d'1 heure, ce genre de trucs. Donc je crois que dans le monde justement des DJ et tout, il y a SoundCloud, ça prend quand même une grosse place. Oui, c'est ça, parce que déjà tu peux publier des sets en entier, ce qui est moins écoutable sur Spotify. Donc ça veut dire que tu as 1 heure de set, et au lieu de les mettre sur YouTube, tu les as sur SoundCloud. Et donc par exemple ça c'est cool. Et puis je pense que ça reste aussi beaucoup pour des trucs de sample. Ça a beaucoup de remix aussi. Par exemple là en ce moment il y a un remix oud rap d'un son d'Hamza, enfin Minuit 13. Qui pourra jamais sortir sur les plateformes parce que le gars qui a fait le remix va jamais payer les droits. Ça se retrouve sur SoundCloud, et c'est trop bien. Plein de remix de Gaulmont comme ça, où en fait tu te dis merci quoi, juste merci. Et donc ça, oui, en vrai quand tu creuses un peu, il y a des trucs très cool sur SoundCloud, mais c'est beaucoup aussi de remix, de trucs de DJ, etc. quoi. Toi, t'écoutes un peu des trucs sur SoundCloud ? Je t'avoue qu'il y a une époque, vraiment j'écoutais, une époque sombre, mais c'était plus des prods moi que j'écoutais. Mais j'ai découvert beaucoup de producteurs là-dessus, mais pas spécialement des artistes. Ou en tout cas, pas des artistes que je connaissais pas, tu vois. C'était souvent comme toi, genre ils étaient sur Spotify et ils lâchaient quelques sons sur SoundCloud et ça m'arrivait d'écouter. Mais sinon là, franchement, on est en 2024, je pense que depuis 2021... 2022, j'ai plus mis une seule fois les pieds sur ça. Ouais, du coup, tu vas me faire plaisir d'aller écouter les petits sons de Le Double. Tu vas voir. Non, mais parce que je sais qu'en plus, on a déjà discuté, je sais que globalement, t'aimes plus ou moins bien ce qu'il fait. Ouais, j'aime bien. Donc, c'est l'occasion aussi, si je peux te faire une petite reco comme ça. Mais. Et du coup, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, les producteurs aussi, on parle beaucoup des artistes, mais les producteurs aussi, enfin, je veux dire, ça va de pair, mais ont une vraie place aussi dans la musique qui se développe dans cet écosystème un peu plus niché.
et beaucoup aussi de producteurs. Enfin là, j'ai vu hier par exemple Rosalie du 38 qui a signé chez Sony. C'est des artistes après qui vont se retrouver sur des albums d'artistes un peu plus mainstream et qui montrent aussi qu'ils savent s'adapter à quelque chose de plus mainstream tout en gardant leur place, leur patte. Je pense par exemple à Melby qui se retrouve sur un projet Dolphy. Voilà, c'est intéressant et c'est là aussi que tu vois grâce aux producteurs quels sont les artistes qui ont aussi envie de se renouveler, de faire attention à cet écosystème qui est un peu en dessous d'eux. Donc non, je trouve ça très intéressant de mettre le respect, encore une fois, sur les beatmakers et de manière générale, quoi. Mais tu sais que là, je pense, après 20 minutes de podcast, d'avoir la réponse à la question qu'on a posée au début. C'est en mode quel impact le rap underground a sur le rap mainstream. Pour moi, franchement, c'est au niveau des productions, je dirais. Qu'il y a de plus en plus d'artistes mainstream qui, ok, peut-être au niveau des flows, des sonorités et tout, ils vont peut-être pas prendre le risque, mais en tout cas au niveau des prods, ils vont peut-être prendre plus le risque de ok, je vais prendre tel type de prod et poser à ma façon dessus, tu vois. Comme ça fait le bon juste milieu entre il y a la nouveauté, il y a le côté un peu entre guillemets underground, nouveau, expérimentation, mais d'un côté il y a quand même le truc qui est tout le temps là et du coup qui rassure un peu le public qui écoute, quoi, tu vois. Ouais, non, donc je pense que c'est à peu près ça la réponse. Là. Ouais, totalement. Écoute. Est-ce qu'on pourrait pas conclure là-dessus voilà, à moins que tu aies aussi une petite pépite sous les radars, pas spécialement sur SoundCloud. Ouais, mais je pense qu'on fait tellement de recos à chaque épisode que là, mec, j'ai épuisé mon stock. J'ai plus de. Mais par contre, si vous, les auditeurs, vous avez des rappeurs underground, des rappeurs en tout cas qui, selon vous, n'ont pas encore la lumière qu'ils méritent, c'est ça. Vous savez qu'on est ouvert à la découverte. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un DM avec des petites recos, des petits trucs, on écoutera tout ça. Et écoute, voilà. Pierre, un grand merci d'avoir mis ce sujet sur la table. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Pour le petit retour, ça m'a fait plaisir. Je suis le directeur artistique de ce podcast, c'est moi qui le directeur tout court. Directeur, voilà, tout court. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec 2 invités cette fois-ci et on parlera R&B, je le dis déjà. On vous en dit pas plus pour l'instant. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.